Bienvenue. Bienvenue à cette émission des machines. Encore une fois, cette semaine, tous les trois avec Mathieu, David et moi-même. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous raconte mes vacances. Il faut que je te raconte les miennes tantôt aussi. Je vous raconte mes vacances. Écoutez bien, on a un frère qui travaille avec moi en rénovation, puis il prend pas beaucoup de vacances, puis je le voyais travailler toute l'année, fait que j'ai dit, écoute, j'organise une vacance pour lui, puis j'ai dit, je fais un voyage de vélo. Puis je te dirais que c'était assez improvisé, parce qu'on a fait du triathlon longtemps, mais j'avais un vélo de gravel que je n'avais pas sorti depuis 2 ans, puis j'ai dit, écoute, je vais le sortir, mais mon grand frère n'avait pas de vélo, fait que j'ai prêté le mien, qui était un 56 pouces, puis j'ai pris celui de ma blonde, qui était un 54. J'ai dit, garde, on essaye ça. Fait que j'ai commandé sur Amazon les sacs de fourche, l'équipement. Puis j'ai pas vraiment testé ça avant. C'était juste genre do or die. On l'essaye puis on part. Pas l'entraînement, ça fait longtemps que je ne m'étais pas assis sur un vélo longtemps. Parce que c'est pas tant la forme physique. Le problème, c'est d'être assis sur un vélo pendant 10-12 heures. C'est tough, là. C'est inconfortable dans la vie, là, tu sais. Surtout le vélo qui n'est pas fité. Tu sais, j'ai suivi ma blonde parce que les guidolines étaient plus rapprochées, ce qu'elle avait fait changer. Fait que je disais, on fait ça. Puis j'avais pas vraiment expliqué à mon frère ce qu'on faisait, c'est qu'on partait de Montréal pour aller rejoindre ma femme qui avait une course à Kakuna dans le bas du fleuve. Je me suis dit, on va faire ça en 4 jours, tu sais, 4 petites journées de 150 km. Fait que première journée qu'on part de Montréal, c'était dans la période où il y avait beaucoup de pluie. C'était devait être, d'après moi, le 9-10 dans ce coin-là. Fait qu'on part de Montréal, puis juste sortir de Montréal, j'avais l'application Ride with GPS sur mon téléphone. Mais ça t'envoie plein de détours. Puis là, finalement, on partait pour aller vers l'Estrie. Le chemin que j'avais fait rapidement, puis j'avais fait ça en 2 minutes, c'était on s'en va vers l'Estrie, vers Richmond. Je connaissais pas ce coin-là. Puis après, on partait de Richmond pour aller vers Pont-de-Québec, puis après Pont-de-Québec vers Montmagny, puis après Montmagny vers Kakuna. Fait qu'on part première journée. Puis écoute, juste sortir de Montréal, c'est juste de perte de temps, puis de se perdre, là, ça a dû prendre 2h30. OK. C'est le pont Jacques-Cartier, se ramasser à l'autre bord. Fait qu'il est rendu, on a 70 km de fête, on a 150 cette journée-là à faire, puis on est rendu sur l'heure du midi, on était à Granby. Fait que j'arrête au McDonald's, mange de quoi, plus de téléphone, plus de réseau, plus rien, plus de carte. Fait que, puis là, je m'assis, puis je me dis, je pense que je t'ai appelé. Ouais. Puis j'ai dit, est-ce que oublie ça? On finit pas la journée, on se rendra pas, là. J'ai dit, je vais faire quoi? Je vais appeler quelqu'un qui vient me chercher puis dire, écoute, finalement, ça marche pas cette affaire-là. Mais je décide de m'asseoir dans l'inconfort un peu de ça, puis dire, écoute, puis en plus, t'emmènes quelqu'un là-dedans que tu connais pas sa condition physique. Fait que là, c'est comme, OK, t'as un stress supplémentaire. Fait que j'ai dit, on continue. Fait qu'on continue à rouler la journée-là, puis là, c'est tous des sentiers de gravel qui nous donnent, des sentiers, là. Il faut qu'on arrête à des portes pour cogner, là. Bonjour, madame, y a-t-il une route telle proche d'ici qui nous amène à tel endroit? Ouais, passe là, puis tourne là. Écoute, c'est à l'ancienne. Fait que, on arrive, on se rapproche là, de destination, je monte une grande côte, le pédalier débarque. Ma branche de pédalier tombe. Ah, carrément. Ça peut pas aller plus mal que ça, tu sais. Puis là, je regarde le pédalier, on rafistole ça un peu, mais là, c'est parce que on savait pas trop comment est-ce qu'il marchait. Le pédalier, c'était compliqué. Fait que, à toutes les 5 km, je pense que mon pédalier tombait. Mais il restait pris dans mon soulier de vélo. C'était comme ce pédalier d'un bord à l'après. C'était l'enfer total. J'ai dit, c'est sûr qu'on va se rendre là. Fait qu'on continue, chemin de gravel. Puis on était parti à 7 h le matin, on arrive à 7 h le soir, 7h30, à notre camping, qui est un genre, il y a une auberge. Fait que là, on regarde ça, on dit, écoute, on va souper. Il y avait une place pour souper, c'était le club de golf qui était de l'autre côté de la rue. T'as faim en général? J'avais faim. Il y avait un code vestimentaire. J'avais amené très peu de vêtements. Fait que j'étais en maillot de vélo. La fille a dit correct. Elle dit, parce qu'il y a un code vestimentaire en rentrant. Fait qu'elle dit, c'est correct, tu peux manger quand même si t'es en lycra. Fait qu'on mange là, on retourne coucher à l'auberge. C'est une petite auberge. Il y a peut-être 5-6 chambres. On est brûlés, journée-là, fait qu'on se couche. Là, il y a une gang d'imbéciles qui rentrent genre à 11 h le soir. Hey, montre-moi ta chambre, je veux voir ta chambre, montre-moi ta chambre. Sors un sac de chips, la bière, puis là, je t'écœuré ici. Puis je sors de ma chambre en bobette, tu sais, genre, je suis juste en sous-vêtements. Puis là, je regarde les gars, je dis, t'es pas tout seul ici. Fait que j'ai dit, là, fermez vos gueules, parce que moi, je vais dormir. Le gars m'a regardé en voulant dire, si ce gars-là est sorti en bobette de sa chambre me dire ça, il devait être sérieux. Fait qu'il a pas dit un mot, il a fait ça comme ça. C'est beau. Je n'ai plus entendu parler de la nuit.
Fait qu'on se lève tôt le lendemain matin. Là, on s'en allait direction Pont de Québec. C'est dur à figurer un peu, là, quand tu connais pas la géographie tellement où ce que t'es. Fait que... Puis belle surprise, c'était le sentier transcanadien. Je sais pas si tu sais c'est quoi. Non. C'est un sentier de marche qui traverse le Canada au complet par différents segments. Fait que c'est un sentier de gravel qui faisait straight line jusqu'à Charny. Fait que écoute, c'est de la nature, c'est des animaux. Fait que c'était vraiment extraordinaire comme route. Mais c'est un autre 150 kilos. Fait que tu sais, c'est comme... Faut que tu le roules pareil. Fait qu'on part tôt le matin, arrive à 3 heures à Québec. Mon grand frère, là, il est mort. Il dit, Maxime, il a quasiment laissé le vélo sur le bord de la route. Il dit, je vais me déjeuner de l'autre côté de la rue, Maxime. Puis il dit, j'ai pas le choix d'aller déjeuner. Tu sais, il en shakeait, là, tu sais. Je dis, c'est beau. Fait que je suis m'asseoir, prendre un café, tout ça. Fait que le lendemain, c'est une petite journée. Fait qu'on s'en dit. Puis c'est là que l'aventure a vraiment commencé. Ça peut être plate pour le monde qui écoute ça, là, mais l'aventure a commencé le lendemain, c'était notre fête. Puis c'est rare qu'on n'est pas ensemble à notre fête, mais on décide qu'on va jusqu'à Montmagny. Parce qu'on est né à Montmagny, puis c'est une petite raide de 70 kilos. Fait qu'on part plus tard le matin, il est 8 heures. Fait qu'on descend, puis la route verte, en vélo, qui descend vers le bas du fleuve, est assez rapide. C'est un faux plat descendant. Souvent, si t'es chanceux, t'as un vent d'eau. Fait que, tu sais, on roule. Tu sais, 70 km, je pars à 8 heures, à 10 heures, je suis arrivé. Tu sais, c'était comme... Fait que j'arrive à Montmagny, tout content de notre destination. Puis là, on prend le café, je fais un peu de lavage à buanderie en face. Puis là, je me rends compte, hey, je me suis trompé, j'ai réservé une chambre d'hôtel, pas la place que je voulais, mais à l'ancienne discothèque de Montmagny. C'est là qu'on a passé notre jeunesse dans les 13-17. C'est là que j'ai frenché ma première blonde. Je suis comme, hey, ça me tente de passer ma fête ici. Vraiment, là, tu sais, genre, je vais avoir 46 ans, puis c'est vraiment déprimant, cette affaire-là. Fait que je dis à mon frère, quand on va checker pour un hôtel à Saint-Jean-Port-Joli. Je pogne mon téléphone sur Expedia, check ça. Écoute, il y a un hôtel qui me sort. Saint-Jean-Port-Joli, écoute, c'était écœurant, sur le bord du fleuve, la vue. Je réserve ça tout de suite, 150$. Fait que là, j'en reçois une notification. Bienvenue à l'île aux coudes. L'île aux coudes? Tabarnak. L'île aux coudes, c'est l'autre bord du fleuve. Mais eux autres, ils ont estimé sur Expedia que c'était pas loin, c'était à 20 km. Mais ils n'ont pas compris que tu ne te rends pas à l'île aux coudes en bicycle, tu te rends en bateau. De l'autre bord. Fait que là, je dis, fuck off. C'est ça, mon frère, je dis, écoute, sais-tu quoi? On mange, on prend en route, puis on arrête quand on arrête. On va dîner, on part. Puis en passant, j'ai rencontré un courtier immobilier sur la route, mais je vous raconterai ça après. Fait qu'on descend le bas du fleuve, puis là, on part, il y a 1 heure l'après-midi, là. Puis il nous reste, si on voulait se rendre, puis dans ma tête, je me disais, ça serait cool de se rendre à Kakuna pour que je puisse voir ma femme à soir, tu sais. Mais c'était comme 150 kilos. Puis on venait en faire 70. J'ai dit, tu sais, à partir du 1 heure l'après-midi, c'est-tu vraiment réaliste, chargé comme des mules, là, tu sais, c'est comme... Fait qu'on part, on roule. Puis on arrive à Saint-Jean-Port-Joli, il commence à faire chaud. Parce qu'on a tout le temps pogné des journées assez fraîches avec de la pluie. Fait que là, il faisait chaud. Saint-Jean-Port-Joli, on arrive à Saint-Roch-des-Aunais, puis nous autres, notre famille vient toute de ce coin-là. Fait qu'on prend de l'eau, puis mon grand frère, il dit fuck off, on continue jusqu'à là-bas à soir. Fait que, je ne veux pas y dire, je ne veux pas le décourager, parce que je voyais les pancartes s'enligner Rivière-du-Loup, 100 km, je suis comme, ouais, impossible qu'on fasse ça aujourd'hui, tu sais. C'est parfait, mais il dit, il faut que j'arrête de manger, absolument à quelque part. Je dis, on va aller manger à Kamouraska. Fait qu'on roule, on arrive, il est 4 heures l'après-midi, Kamouraska. C'est un genre de bistrot fancy un peu. Puis c'est la seule place pour manger, mais tout le monde nous regarde un peu comme, nous snob un peu, tu sais, faites quoi avec vos cuissards, tu sais, puis vos patentes, tu sais. Fait que, puis mon grand frère, lui, il s'en formalise pas. Fait que dis, moi, je vais manger. Puis il y a comme le restaurant formel, puis en arrière, il y a comme une genre de cantine assez fancy. Puis je vais le rejoindre, puis je regarde le menu, puis c'est comme un hamburger de fuck. Burger d'agneau béni, genre effiloché. C'est comme vraiment des affaires que tu vas faire une raide de vélo, tu sais pas le goût de manger ça, tu sais. Fait qu'il commande un burger de fuck. Puis là, il commence à faire une tempête sur le fleuve. Fait que lui, il est installé sur le bord du fleuve, tu as des orages en arrière de ça, puis je suis comme, il faudrait peut-être qu'on continue, parce que genre, on se rendra pas. Mais lui, c'est comme, le temps s'est arrêté, il mange, puis je vais partir quand je vais être prêt. Puis il vente, là. Il vente à écorner et bœufs, comme on dit, là, tu sais. Fait qu'il est 5 heures, on en repart. Puis là, il nous reste Rivière-du-Loup. Puis nous autres, techniquement, on pensait que Rivière-du-Loup, c'était la destination. Kakuna, c'est juste à côté. Fait qu'on roule, on arrive en haut de la côte, puis quand tu arrives vers... Ça descend tout le temps un peu, Saint-Pascal, Kamouraska, ces coins-là. Puis quand tu arrives à Rivière-du-Loup, ça recommence à monter.
Tu arrives sur le top de la butte, puis tu vois Rivière-du-Loup. Fait que c'est comme du cri victoire, parfait. On a réussi notre voyage. On avait 190 kilos de rouler cette journée-là. Fait que j'arrive à la station-service, je regarde sur mon GPS, esti, il nous reste 25 kilos à rouler encore pour se rendre à l'héliport de l'île verte à Kakuna. Fait que, regarde mon frère découragé, je dis, regarde, on peut se prendre une chambre ici puis continuer le matin. Il dit, oh non, on va y aller. Je suis comme, ça c'est un vrai trooper, on veut continuer. Puis, mais là, c'est tellement magnifique parce que t'as le coucher du soleil, il est rendu tard. Là, puis nous autres, il faut qu'on arrive, le soleil se couche plus tôt dans le bas du fleuve. Fait que j'avais figuré que si on n'était pas arrivé à 8h30, on était fait. Puis il y a un gars qui son pick-up à son service, puis là, je contemple l'idée de dire, écoute, on peut-tu mettre nos bicycles dans ton truck, je vais te donner 20$, tu nous amènes là-bas, mais je me dis, hey, si je fais ça, j'ai comme bien scrappé mon voyage. Genre, je me suis pas rendu à destination. Fait qu'on repart en bicycle, puis genre 20 km plus loin, à 5 km de la destination, je vois le pick-up du gars parqué dans son driveway. Fait qu'on continue là, on arrive là, puis avant de descendre au fleuve, je prends une photo du fleuve, du coucher de soleil, j'envoie ça à ma femme, je dis, écoute, regarde, c'est beau coucher de soleil à Montmagny. Parce qu'elle pense qu'on est à Montmagny, puis elle m'envoie un coucher de soleil de Kakuna. Mais ils se ressemblent, tu sais. Mais j'ai dit, elle est peut-être fatiguée, elle ne l'aimera jamais. Fait qu'on pogne un chemin de gravel, puis on arrive là, il était 8h30 le soir. Fait qu'on a fait ça en 3 jours, 2 journées de 150, une journée de 230 kilos. Mais écoute, ça a été des vacances le fun. Parce que là, tu amenais quelqu'un avec toi là-dedans que tu pensais pas qu'il allait pouvoir faire ça. Même pour moi, c'était pas facile parce que j'étais tout le temps en avant, dans le vent, à forcer, charger. Mais ça a été toute une aventure. Puis je me disais, si j'avais arrêté ça la première journée, je disais, hey, c'est trop, j'aurais passé à côté de tout ça, tu sais. Fait que c'était toute une vacance, le fun. Après ça, on a dormi dans le char, on a fait plein de niaiseries. Là. Fait que c'était un beau week-end où on a passé, où ma femme était là pour une course. Puis on a rencontré un courtier immobilier à Lévis. J'étais assis au McDonald's, je vais revenir là-dessus, assis au McDonald's. J'étais assis, mon frère veut manger un sundae, puis je regarde un gars à côté de moi. Puis il était en vélo lui aussi, mais je dis, il faut que j'y parle à ce gars-là, tu sais. Je fais, salut, comment ça va, tu sais. Le gars me raconte sa vie, Yvan. Puis si Yvan écoute ça un jour, je vais t'envoyer l'émission, Yvan. Le gars me raconte que c'est un courtier immobilier déchu dans la vie. Le gars, il a tellement aimé la drogue, les femmes, puis l'alcool, qu'il a fait beaucoup d'argent, mais il a tout perdu ce qu'il a fait aussi. Puis il a fait un accident de vélo à un moment donné, puis il me raconte avoir trouvé Dieu à travers ça. Puis là, sa nouvelle vie, c'est de redonner puis aider le monde. Écoute, le gars, il a les souliers, là, il a des trous dans les souliers, c'est quand je le vois. Mais il parle ça totalement candidement, comme si c'était quelque chose d'anodin dans sa vie, puis il est bien heureux. Il me dit bien plus heureux là-dedans aujourd'hui. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, mais on a parlé pendant 1 heure de temps avec ce gars-là. Puis j'ai fait un post Facebook après, puis il m'a écrit « Je te bénis généreusement, toi et ta famille. » C'était toute une aventure. J'ai passé à travers j'ai sauté certains détails, mais ça a été... Ceux qui ont jamais fait du cyclo-touring, en gravel particulièrement, c'est le fun. Fait que ça va être à répéter. Cool. Voilà. Top, hein? Hey. Ben, écoute, vu qu'on est sur ce sujet-là, tu sais, souvent ces événements-là, c'est un travail d'équipe. Hein? Souvent, tu vas tirer un et l'autre pour avoir du succès jusqu'au bout de l'événement, évidemment. Là. Fait que tant qu'à être dans ce sujet-là, je pense qu'on voulait parler un petit peu de... Pas nécessairement de la solitude, mais de ce que les courtiers immobiliers ont besoin dans leur carrière pour ultimement performer. Puis c'est drôle parce qu'il y a une personne qui nous a contacté suite à un post Facebook pour appliquer sur un poste qu'on avait. Puis c'est ça qu'on voulait parler, Mathieu, un peu. C'est quoi l'état d'esprit de certains jeunes courtiers ou même des courtiers d'expérience qui manquent d'encadrement dans leur... Puis c'est drôle parce que je parlais... Ça m'a allumé beaucoup. Il y a une couple de semaines, je faisais du surf puis je jasais avec une courtier immobilier. La fille, elle a pris une décision dans sa carrière à un moment donné de... quitter l'équipe dans laquelle elle était parce qu'elle jugeait qu'il y avait beaucoup trop d'encadrement puis ça la mettait un petit peu mal à l'aise de tout le temps avoir à rendre des comptes puis elle trouvait ça tough puis elle se disait ben là tu sais j'ai pas choisi ce job-là pour avoir un job. Ouais, parce qu'ils se voient comme travailleur autonome. Ils se voient comme travailleur autonome. Ils veulent pas nécessairement avoir ils veulent pas nécessairement avoir ce fardeau-là d'être obligé de rendre des comptes à quelqu'un. Fait qu'elle puis elle dit puis entre autres ben les partages de rétribution étaient plus élevé, puis j'ai trouvé une équipe qui était prête à m'accueillir avec des partages de rétribution moins élevés, mais il n'y a pas d'encadrement, ou pratiquement pas. Puis j'ai eu cette conversation avec elle, puis elle me dit finalement, ça sera à refaire aujourd'hui. Elle dit, ça sera à refaire, elle dit, je resterai dans mon ancienne équipe parce que je me rends compte que je faisais beaucoup plus d'argent,
J'avais beaucoup plus de clients. J'élevais mes habiletés aussi. Fait que j'avais beaucoup plus d'upside que de downside de cette situation-là. Puis ça, on s'est rendu compte dans les faits que c'était un peu la situation dans le biais des courtiers, c'est qu'ils vont... Souvent, les gens vont soit pas vouloir joindre une équipe ou regarder au niveau des honoraires d'une agence basé sur le fait qu'est-ce qui coûte le moins cher, mais est-ce que j'ai plus de bénéfices ou j'ai plus d'encadrement à un certain endroit, puis on se rend compte que plus tu as de l'encadrement, plus tu performes, évidemment. Puis c'est un peu ça qu'on voulait aborder avec la personne qui est venue vers nous. Mathieu va en parler. Ce que l'on se disait, en fait, c'est une vision. Est-ce que j'ai une vision court terme ou long terme de ma carrière et comment je me projette là-dedans, en fait. Ouais. C'est vraiment ce qu'on a remarqué. Puis, venant pas du milieu immobilier, il y a quelque chose d'assez atypique dans votre monde, c'est que pour l'instant, j'ai rarement rencontré quelqu'un qui a grandi, qui a fait ses études, donc le cégep et tout ça, puis qui a fait ses études en immobilier et qui a fait que de l'immobilier en tant que courtier dès qu'il a gradué, en fait. Ouais. C'est vraiment des profils très atypiques. Donc c'est ça. Et comme tu le dis, on a cette personne qui nous a contactés. Elle nous a envoyé un petit courriel en nous racontant un peu son histoire. Pour mettre un peu la table, je vais un peu la raconter, puis après on en discutera. Absolument. Parfait. Donc elle nous écrit, donc on va bien sûr pas nommer son prénom. Elle est en début de carrière, elle a 25 ans. Elle a fait un diplôme dans un autre domaine et elle voudrait suivre un peu les traces de sa famille qui est prospère en immobilier. Donc c'est ça, elle a eu sa licence en janvier 2024 et en résidentiel et commercial. Et elle a commencé dans une agence de location qui est, somme toute, je pense, une bonne étape pour comprendre. Et ensuite, elle a eu cet apprentissage, puis elle a voulu rentrer dans une grosse agence connue à Montréal parce qu'on lui avait promis une belle intégration et du soutien. Mais après 3 mois, elle s'est sentie vraiment seule, démotivée, sans soutien et sans ressources. Donc, elle est retournée dans cette agence de location pour retrouver l'encadrement. Puis c'était l'autre saison, c'était l'été. Donc, elle a voulu faire ça. Et elle nous a contactés parce qu'aujourd'hui, elle nous écrit « Je suis à un carrefour et je souhaite commencer ma carrière au bon endroit. Malgré mon enthousiasme et ma volonté d'apprendre, j'ai réalisé que mes connaissances en achat et vente de propriétés sont assez limitées. Mon expérience se concentre principalement sur la location et à part une transaction qu'elle a fait avec une personne de sa famille, elle n'a pas fait d'autres affaires importantes. Elles se sont un peu perdues et incertaines quant à la manière de progresser. J'ai peur que les clients ne me fassent pas immédiatement confiance en raison de mon jeune âge et de mon expérience limitée. Néanmoins, je suis déterminé à apprendre et à m'améliorer dans le but de gérer éventuellement le portefeuille immobilier d'une personne de ma famille. J'apprécierais vraiment tout conseil ou orientation que vous pourriez me donner, car ça pourrait m'aider à naviguer dans ce parcours. Comment puis-je gagner la confiance des clients, acquérir des meilleures connaissances, des compétences nécessaires pour réussir dans cette industrie. Donc c'était un peu son sujet qu'elle nous a partagé. Puis ça, là, on s'entend que... Et combien de fois je l'ai entendu dans ma carrière, un courtier qui est aux études, qui dit « Hey David, je vais avoir mon permis de courtage, j'ai plein de monde qui attendent que j'ai mon permis pour me donner de la business. » Puis ils se rendent compte, le jour où ils ont leur permis, que tout le monde se sauve, personne ne veut leur donner de la business parce que là, ils se disent « Je peux-tu faire confiance, c'est un nouveau dans l'industrie. » Puis c'est quelque chose, je me souviens, quand on a commencé en immobilier en 2006, là, on est jeune, tu connais pas ça. Tu cognes à des portes, tu fais des appels, tu fais ce que tu peux pour avoir des mandats. Puis ça n'a pas changé aujourd'hui. Là, les gens, il faut vraiment être déterminé à réussir, puis pas juste intéressé à faire de l'immobilier au final. Là. Puis cette personne-là est un portrait type de... Puis tu sais, on le voit dans certaines agences, dans certaines façons de procéder. C'est fou parce que notre job, là... Moi, j'ai mon permis de courtage, là, je peux aller appliquer n'importe où au Québec. Mm-hmm. Ils vont me prendre. Ben, il y a 2-3 affaires là-dedans, c'est que... Puis on en revenait à l'encadrement, puis tout ça. Malheureusement, ce qu'on vend à beaucoup de courtiers, dans les agences principalement, parce que les équipes, ils ont une structure un peu plus fermée d'équipes. Fait que je pense que les équipes sont plus en mesure de supporter les courtiers. Une agence qui va vendre l'idée qu'ils vont supporter beaucoup leurs courtiers, 95% du temps, je vois des courtiers déçus. Parce qu'ils rentrent dans une agence et hey, on a dit qu'on allait m'aider à développer ma business, puis il n'y a rien qui se passe. Puis ça, c'est ce qu'on entend le plus souvent, tu sais. Puis par rapport à ta business, quand tu commences, que tu disais, David, tantôt, tes amis, là, tu fais jamais de la bonne business avec des amis.
c'est tout le temps la business la plus compliquée. Mhm. Pour différentes raisons, parce que les gens s'attendent à avoir peut-être un certain service. Ils ont des attentes très élevées envers ce que tu vas leur offrir comme service. Et au moindre accroc, ils vont se sentir très à l'aise de dire que tu n'as pas été à la hauteur. Fait que ça, c'est la business plus compliquée un petit peu. Par contre, quand tu prends l'expérience, comme nous autres, avec les années qu'on a, c'est plus facile. Parce que tu vas apprendre à... Regarde, voici, là, puis j'avais un ami récemment à qui j'ai vendu sa propriété. Écoute, c'est un contexte là, très compliqué. Propriété est à vendre, propriété s'expire, donc n'est plus à vendre sur le marché. Une cliente se présente chez mon client directement, chez mon ami, cogne à la porte, elle dit, écoute, j'ai visité pendant que c'était à vendre. Mon courtier ne connaissait rien là-dedans, je veux passer maintenant directement avec toi. Puis moi, de mon côté, je continue à faire ma job. J'avais plus de contrat avec mon ami, mais j'ai une cliente, une excellente cliente. Puis je suis sur le plateau Montréal à un moment donné, puis elle cherche une séparation. Elle dit, écoute, Maxime, trouve-moi quelque chose. Je lui dis, écoute, j'ai de quoi qui est plus sur le marché? Je vais aller voir ça. Fait que j'appelle mon ami, je dis, écoute, j'ai une cliente qui va visiter après-midi dans 15 minutes. C'est correct? Oui, c'est beau. C'est une cliente, le genre, en copropriété, parce que c'est une copropriété indivise. Puis mon client, ami, continue à habiter dans l'immeuble. Son argument était, je veux avoir quelqu'un avec qui ça va être le fun. Je dis, écoute, cette cliente-là, là, c'est le genre de fille avec qui tu veux vivre. Facile dans la vie. Rentre là, Maxime, c'est exactement ce que je veux. Je veux faire une offre. Puis, l'argumentaire qu'il y avait à partir du moment où je suis rentré, parce que j'avais un contrat de courtage achat avec ma cliente, j'avais plus de contrat de vente avec lui. Et là est arrivée la discussion, genre, mais tu sais, Maxime, comment je peux te faire confiance? Genre, tu représentais, la question était légitime, mais quand ça fait 30 ans que tu te connais, tu ne veux pas dire à quelqu'un, ben là, Je pose la question. c'est légitime de poser la question, mais vraiment, là, je suis en train de t'amener quelqu'un au bon prix, aux bonnes conditions. Puis ce que je ne savais pas, c'est qu'il essayait de négocier avec l'autre client direct. Et puis c'était une catastrophe. Puis j'avais dit, ce monde-là qui vont cogner chez vous après, qui n'ont pas été satisfaits du courtier qu'ils ont choisi, là, ils doivent être très insatisfaits envers eux-mêmes aussi parce que c'est leur choix à eux. Là, à un moment donné. Fait que ça va être compliqué, cette personne-là. Puis effectivement, à un moment donné, il m'a dit, ça va être bien trop compliqué, cette fille-là. Fait que c'est beau. Puis il y a eu comme un froid, petit bout de temps. Là, puis il n'était pas chez le notaire, mon ami, parce qu'il était en voyage d'affaires. Puis le lendemain, il m'a appelé, il disait, je veux juste te remercier. Bien content, finalement, de la transaction. Fait qu'il faut tout le temps que tu aies pas mal de doigté, mais tu as beaucoup de lâcher prise, genre, OK, regarde, moi, je fais ma job, le reste, ça t'appartient au niveau de tes insatisfactions, mais tu sais, le jour où tu as accepté une offre d'achat de quelqu'un, possiblement qu'elle te convenait. Fait que pas toujours simple, les amitiés en affaires. Ouais, absolument. Et ça, c'est l'expérience qui te permet d'en arriver là, mais quand tu commences, que tu sais pas gérer ça... Ben, tu deviens très nerveux. Tu deviens très nerveux. Puis moi, c'est le genre de situation où je suis plus nerveux. C'est comme, voici, j'ai fait ma job au mieux que je pouvais prendre ta décision par rapport à ça. Puis c'est quoi? Je me dis, à un moment donné, il va revenir à la raison, puis c'est ce qui est arrivé. Ben, Maxime, regarde, super, c'est cool, merci. Mais je pense qu'un courtier d'expérience peut avoir cette clairvoyance-là. Mais il y a un courtier junior qui commence. Tu sais, qui commence, puis, tu sais, toi, le premier, Mathieu, tu n'es pas en immobilier. Tu es un courtier, c'est sa deuxième transaction. Tu as une maison à vendre à 1 million. Est-ce que, les yeux fermés, tu lui fais confiance? Ah non, absolument pas. Sauf que si ce courtier junior-là directement. est au sein d'une équipe qui est encadrée et qu'il y a des courtiers seniors qui vont les présenter avec toi, tu vas dire, OK, tu sais, c'est un de mes amis, il n'y a pas d'expérience, mais il y a l'encadrement qui va permettre de faire la job correctement. Ben, c'est comme dans toute industrie, en fait, quand une personne n'a pas des compétences en courtage bien établies et qui connaît tout, mais qu'il est capable de te ramener les informations et qu'elles sont pertinentes. Ouais. Et qu'après, parce que l'autre enjeu, c'est que maintenant, grâce à Google, ChatGPT, on a accès à des informations que votre ancienne clientèle n'avait pas. Donc maintenant, les gens sont beaucoup plus connaisseurs. Ouais. Puis je te pose une question, tu me réponds, je vais dans le ChatGPT, je pose la question. Ben oui. Puis si je vois que ça match, je dis, ah, tiens, il y a une bonne réponse. Ouais. Puis après, une bonne réponse, 2 bonnes réponses, 3 bonnes réponses. Tu dis, ah ben tiens, ce courtier a pas trop d'expérience, mais il sait trouver les bonnes réponses ailleurs. Ouais. Et pour peu que tu aies une personne de l'équipe, imaginons toi David ou toi Maxime, vous appelez, tu dis, on est là pour accompagner ce courtier junior, on l'aide. Ça fait toute la différence. Absolument. Fait que c'est plus le mentorat autour de ça qui va permettre au courtier junior puis d'être très transparent, puis honnête, j'ai pas d'expérience, sauf que je suis mentoré par des gens qui ça fait 20 ans qui font ça, une équipe de travail, des collègues qui vont m'appuyer dans la démarche. Clairement.
ça va aider beaucoup. Maintenant, comment qu'on fait? Le jour 1, ce courtier-là rentre dans une entreprise immobilière. Comment qu'on fait pour s'assurer qu'il y ait les acquis, puis pas juste... Puis, coupable de ça au fil des années, là, il y avait tout le temps la notion de est-ce qu'on donne... on fait du coaching d'apprentissage ou du coaching de performance. Puis le coaching d'apprentissage est un peu comme à l'école, dans les faits. L'apprentissage est, regarde, tu as 12 modules à regarder, apprends ça, et après ça, on te lance sur le terrain. Puis on était coupable de ça. Puis on voyait que les gens disaient, OK, bien, il a fait ses 12 modules, bien, il a eu des bonnes notes à son test, mais il ne fait pas le job encore. Parce que c'est la structure scolaire qu'on a tous appris Absolument. comme ça et on s'est dit, ben, on va le répéter, on va faire la même chose. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ouais. puis tu le touches, le modèle scolaire est identique. Puis je regarde mon gars aller, là. Tu apprends du par cœur et tout ça, puis au final, tu n'as rien appris, là. Et lorsqu'on tombe dans une culture de performance où, oui, des acquis théoriques, mais on va tomber sur du perfectionnement, du travail sur le terrain, des tests dans du vraiment pratico-pratique, on voit qu'il y a une évolution beaucoup plus rapide du courtier, puis qu'au bout du 3 mois, ses assises, sa fondation est quand même assez solide. Mm-hmm. Fait qu'on a mis au fil du temps ce processus-là, puis on est en train de le peaufiner encore avec Mathieu pour s'assurer que les gens arrivent dans l'équipe et qu'ils se disent « Hey, j'ai eu 3 mois, mais c'est comme si j'avais eu 2 ans d'expérience. » Ça accélère vraiment l'apprentissage et toutes ces choses, c'est je vais te donner ces informations, mais dans quel but? Ouais. Et comment je vérifie que tu as eu les informations? Parce que souvent, on arrive, on dit, comme tu disais, voici les 12 modules, good luck, et reviens-moi quand tu sais tout. Puis on s'attend que tu sais tout, mais toi, en tant que responsable, comment tu vérifies ça? Quels sont les jalons dans les 3 mois? Comment tu l'aides à pratiquer? C'est vraiment des enjeux qui sont pas souvent abordés, je trouve, dans les programmes de onboarding, d'intégration dans les entreprises. Quand tu fais une rétrospective de ça, que ce soit le staff administratif ou les nouveaux courtiers, on est coupable, ultimement, en tout cas dans le premier 3 mois, l'équipe de gestion ou les gens qui les coachent de leur succès ou de leur insuccès en quelque sorte. C'est sûr qu'à un moment donné, on peut, comme on dit toujours, là, on peut t'amener, je peux t'amener à l'eau, mais je ne vais pas pêcher pour toi, là, tu sais. On le voit, souvent les gens voient le behind the scene de l'immobilier sur Instagram et tout ça, puis disent « Ah, ça a l'air cool comme job », ben c'est pas une ascension fulgurante vers le succès, c'est quand même tough. Puis ça reste une business où si tu n'as pas tes apprentissages de base, tes skills d'appris, ça devient vraiment tough. Puis on le voit, nous autres, là, on fait du roleplay tous les jours avec le groupe de travail qu'on travaille. Puis j'écoutais une vidéo la semaine passée, puis il expliquait que les grands joueurs de basket, là, c'est pas parce qu'ils savent dribbler qu'ils arrêtent de pratiquer à dribbler, tu sais. Mais en immobilier, le problème, c'est que quand ils savent dribbler un peu, souvent, les courtiers, ils vont arrêter de dribbler. Ils vont arrêter leur script de travail de réponse d'objection. Puis à un moment donné, oups, ils vont se dire, OK, ouais, je l'ai manqué 2-3 mandats, je suis mieux de me remettre actuellement à retravailler mes skills. Là. Mais c'est vraiment dans tous les domaines, dans le domaine informatique dans lequel j'étais. Donc souvent, la carrière, c'est t'es vendeur, puis tu fais des plus gros comptes, puis tu deviens manager. Mais même quand t'es manager, moi, je prenais le temps d'appeler des clients. J'allais me refaire un peu de prospection parce que il faut se remettre là-dedans, il faut revivre les choses que les gens vivent au quotidien pour être capable de parler des bonnes choses. Alors, c'est pas le fun, c'est faire de la prospection, du cold calling, c'est une des choses les plus horribles à faire, on le sait, mais ça t'apprend et ça te remet au goût du jour et ça te fait revivre leur quotidien. Hein. Tout à fait. Et dans ce cadre-là, c'est important de les accompagner et de leur montrer les choses à améliorer et d'avoir des attentes claires, en fait. Parce si on leur dit dans 3 mois, je sois capable de faire des transactions, c'est trop flou, c'est pas clair. C'est dans 3 mois, ce que je souhaite, c'est que tu aies fait tant de rendez-vous avec des courtiers qui ont de l'expérience, que tu aies vu une inspection, que tu aies vu un appel de prospection, tu sais, que tu aies vu différentes phases. Et ensuite, on fera un roleplay et tu me montreras que tu as appris et que tu es arrivé à faire ça. Et si jamais on voit qu'il y a des gaps, quels sont ces gaps? Et OK, tu as bien réussi à faire ton roleplay d'inspection.
OK, par contre, tu as mal réussi un appel de prospection. OK, le gap, il est là. Comment on fait ensemble pour arriver à combler ce gap-là? Ouais. Et donc, dans ces 3 mois-là, on essaye de valider des acquis pour que la personne, elle puisse passer en mode autonome. Et qu'elle les garde après avec ce qu'on appelle des cheat sheets, donc des feuilles avec des bases comme des scripts au début pour commencer. Que si jamais dans 2 ans, elle se dit « Ah tiens, j'étais bon à ça, ça marche moins bien. Ah, je vais me reprendre le script et je vais le relire. Ah tiens, il y avait ça. » Revenir au basique, c'est vraiment important, je Puis trouve. revenir à la base, on parlait la semaine passée, on a aidé un courtier de l'équipe à apprendre ses scripts. Tu sais, comment on a... Tu sais, là, les scripts, là, by the way, là, tu sais, ce courtier-là disait « Ah, moi, j'aime pas ces scripts. » Ouais. Mais écoute, quand t'es pas scripté, pis t'as pas nécessairement un talent naturel en vente, ça fait un peu ce que Joe Biden fait quand il sort du téléprompteur. Ça devient tout croche, tu sais. Mais puis là, on a repris les scripts de base. Puis écoute, moi, je me souviens quand j'étais en coaching avec Cause Coaching, qui était une école exceptionnelle c'est drôle parce que moi, j'ai commencé en coaching en immobilier. Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Je me souviens, comme c'était hier, j'étais dans le sous-sol en train de faire une inspection. Puis il y a un de mes chums qui m'appelle, un courtier, il dit « Ah, comment ça va? » Je dis « Ah, ça va, mais c'est up and down, c'est pas stable et tout ça. » Puis il m'a juste lancé « Hey, t'as jamais pensé de faire coacher? » Je dis « Non, je n'ai pas pensé à ça. » Tu sais, puis on dirait, moi, ces messages-là, je les retiens toujours. Puis je me suis mis à faire des recherches. Puis finalement, je suis tombé sur Rose Coaching. Puis mon premier coach, c'était Benoît Kazerski. Puis c'est là que j'ai compris, la journée 1 que je me suis fait coacher, j'ai compris qu'il y avait de l'argent à faire. Parce que cette journée-là, j'ai posé des questions sur une transaction où je m'en allais. Puis j'ai réussi à concrétiser la transaction parce que j'avais eu ce coaching-là. Mm-hmm. Mais Benoît m'a appris à prendre mes scripts aussi. Puis il y a rien. Le monde pense qu'un script, tu sais, les comédiens, les politiciens, tout le monde travaille avec des scripts, puis bien souvent avec des téléprompteurs aussi. Ben, nous autres, tu n'as pas de téléprompteur chez le client là, pour répondre aux objections puis faire ta présentation d'inscription. Fait que t'es mieux de la connaître. T'es mieux d'être bon à naviguer aussi parce que les gens aussi vont vouloir prendre souvent contrôle de la conversation. Fait que ceci étant dit, on parlait de ce courtier-là, puis j'ai dit, écoute, pour la prochaine semaine, tu vas écrire ce script-là 3 fois par jour, manuellement, pour le retenir. Tu vas mettre les mots avec lesquels tu te sens bien. On ne sera pas regardant sur les mots que tu vas utiliser, mais le schéma du script est le suivant. Tu vas t'enregistrer en le lisant, puis tu vas le faire jouer dans ton auto jusqu'à ce que tu le maîtrises parfaitement. Puis c'est jamais une technique qu'il avait utilisée. Puis on a vu que du mercredi au vendredi, où il a fait cette méthode-là, déjà, il y avait une belle amélioration. Ce matin, déjà, c'était beaucoup mieux. Les gens on a besoin de devenir des... Moi, je suis un pro pour ça. Puis il y a plein de courtiers. Ah, les scripts, je crois pas à ça. En tout cas, tu dois avoir un schéma conversationnel avec les clients pour pouvoir aller chercher l'information que tu vas avoir. Et souvent, les courtiers qui commencent n'ont pas nécessairement ça parce que tu sors de l'école avec certaines connaissances. Comme nous autres, quand on est sorti de l'Institut de police, tu t'en vas sur le terrain. Tu connais pas grand-chose. Tu es face à des situations, tu dis, bon, je sais pas quoi faire avec ça. Fait que tu arrives dans un cas en immobilier où tu connais à la base pas grand-chose, même si tu penses connaître l'immobilier. Écoute, quand on a commencé en immobilier, on avait acheté des bâtisses, on avait vendu. On connaissait ça, on connaissait rien. Là. Fait que le jour où je me suis fait coacher, où j'avais de l'encadrement, même si nous autres, on a commencé en équipe, on était deux sur une équipe. Le jour où j'ai commencé à avoir cet encadrement-là, j'avais des comptes à rendre d'un coach, ma business a explosé. Mais parce que j'ai appris mes scripts. J'ai appris l'art de la conversation. Je me suis intéressé au développement personnel, à ce que je devais devenir comme personne pour avoir les résultats que je voulais avoir. C'est la même chose pour un courtier qui rentre. C'est l'entrepreneuriat, c'est... Oui, c'est à propos de ta rémunération, mais tu es rémunéré à hauteur des services que tu apportes à tes clients. Mais c'est de développer des habiletés tellement fortes que le client reconnaît que tu es un expert dans ce que tu fais. Et tu oublies une partie que je trouve vraiment importante avant d'arriver à ce qu'on le coach sur les scripts, qu'on lui donne envie de faire des scripts. Au début, quand tu dis à une personne, écoute, on va passer par des scripts, tu as toujours une partie d'ego où on se dit, je reviens à la base. Ce qui est normal. Moi, je trouve ça totalement normal. On se dit, ok, je vais faire des scripts. Ok, je fais des appels de prospection ou sur des anciens clients. Enfin bref. Ok, tu sais, il faut que j'ai de la force. Donc déjà, et on l'a pas forcé à faire des scripts. On l'a pas forcé à faire des scripts tout de suite. Ouais. Et on est arrivé, on a dit, ok, premièrement, on va être avec toi, on va t'accompagner dans ces appels-là. Ça a donné confiance et il a fait ces appels-là.
Et après, on a fait des débriefings d'appels. Puis, après avoir fait un appel, 2 appels, 3 appels, et j'ai trouvé ça magnifique parce qu'il a vraiment une belle humilité. Ouais. Moi, je trouve ça magnifique. Il a su se dire, ah ouais, j'ai vraiment à progresser, les gars. J'ai vraiment à progresser. Et je sens que vous êtes les bonnes personnes pour m'aider à progresser. Il a pris son ego, il a mis il a plié, il a mis dans la poche, il a dit, OK, je me lance. Ouais. Et là, on a travaillé les scripts. Et là, on sent que il y a des résultats et on sent que ça s'améliore. Ouais. Et moi, je trouve que c'est une belle leçon de vie aussi. Peu importe l'âge que tu as, peu importe où t'es rendu, de remettre son petit ego à n'importe quel... Ben oui. Je trouve ça magnifique. C'est drôle parce que ce courtier-là, quand même de l'expérience, là, c'est pas un nouveau. Là. C'était quelqu'un qui a intégré l'équipe avec quand même pas mal d'années d'expérience. Puis on écoutait les appels, puis on se disait, mais pourquoi il pose pas cette question-là? Mais pourquoi il pose cette question-là? Mais c'était pas structuré. Le client posait une question et il tombait dans le piège de répondre à une question des fois qui était comme irrelevant. Là, ça donnait rien d'y répondre. Fait qu'au lieu d'avoir l'art de la conversation puis de poser une question pour relancer la conversation, fait que c'était des pièges par-dessus des pièges qui faisaient pas avancer la conversation. Fait que là, il y a 2 affaires puis je veux mener par rapport à ça. Tu sais, on parlait tantôt de la jeune courtière qui nous a contactés. Il y a un jeune courtier qui venait de la même équipe. Okay. L'agence, en fait, qui est venue travailler avec moi, qui est toujours là. Et je faisais beaucoup de prospection téléphonique avec eux. Puis ce gars-là a fait de la prospection téléphonique pendant plusieurs mois à cette agence-là. C'était épouvantable. Je l'ai même enregistré. Puis là, on en rit maintenant aujourd'hui, qu'on dit on va faire jouer ça à Noël une année, c'est sûr. Parce que l'appel va comme suit. Écoute, tu sais, la chance du débutant pogne le téléphone. Oui, bonjour, à telle personne. La question, on voit à peu près comme est-ce que vous voulez vendre votre maison? Oui. OK, parfait. Là, il passe le questionnaire. OK. Là, on va demander est-ce que là, il passe la première question, je pense, est-ce qu'il y a des cracks dans votre fondation? Là, la madame part à rire, elle dit mais pourquoi tu me demandes ça, tu sais, cette question-là? Puis là, ça part de mal en pire, tu sais, l'appel. Mais ce gars-là est parti vraiment. Puis il venait d'ailleurs, là, où est-ce que c'est ça qu'il avait fait du téléphone? Puis je suis comme ça se peut pas que tu aies fait ça pendant 6 mois du téléphone, c'est impossible, tu sais. Mais ils n'ont pas de structure. Fait qu'il est arrivé chez nous, puis d'un coup, il a réussi, il faisait 0 en immobilier, puis c'est un gars qui boucle des rendez-vous à toutes les semaines, puis qui close des contrats maintenant. Mais c'est ça, il arrive souvent pas de skill ou se font mal montrer, mais il y a l'autre élément qu'on voit de plus en plus, c'est la fameuse vibe. Les jeunes courtiers sont sur la vibe, c'est en fait. Qu'est-ce que tu veux dire, la vibe? La vibe, c'est regarde, moi, je veux improviser ce que je vais dire au client pour voir si on peut vibrer ensemble. Okay. J'entends ça, écoute, là, je suis comme, non, que t'as pas compris. Le gars veut savoir, premièrement, OK, oui, je l'aime-tu, mais puis es-tu compétent? Ces 2 affaires-là. Je l'aime-tu, es-tu compétent? Si t'as ça, mais si tu penses qu'on est en cours avec la personne au téléphone, qu'il va vouloir faire affaire avec toi, il y a plein de monde cool sur la planète Terre. Il va y avoir quelqu'un qui est business to business, qui sait de quoi il parle, qui pose des questions intelligentes, puis sait où est-ce qu'il s'en va. Il y a un début puis une fin à la conversation, tu sais. Mais ça, c'est l'élément sur lequel je veux parler le plus au courtier. C'est comme, oublie l'élément vibe, là, on n'est pas là pour ça. Après ton script. Puis après, ben, quand tu seras chez le client, tu peux faire du rapprochement, puis du rapprochement honnête, là, genre, c'est les intérêts communs, c'est le temps d'en parler, puis honnêtement, mais le reste, là, ça, c'est un élément qu'on voit de plus en plus. Tu sais, les soft skills qu'on a appris, nous autres, en affaires, les gars, tu sais, autour de la quarantaine, ben, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus maintenant. Beaucoup. Et dans tout style de vente, c'est important de garder une petite composante qui leur ressemble, mais d'expliquer, de montrer des techniques. Ouais. Et les gens croient que c'est juste naturel, mais c'est des techniques qu'on a appris, qu'on a développées. Il y a des noms dessus, il y a des choses qui existent là-dessus. Oui, ils pensent que c'est organique. Exact. C'est pas organique. Une partie ce que t'es est organique. Mais ça le devient. Avec les années, exactement. Ça le devient. Ouais. Ça le devient. Non, mais dis, t'es vraiment bon au téléphone. Non, je l'ai tellement fait. Exact. Que je suis rendu à l'aise, je sais maintenant comment le travailler. T'sais. Parce que quand tu deviens tellement bon au téléphone, là, les hésitations de la personne te disent des choses. La tonalité dit des choses. Je me souviens, comme c'était hier, on a fait un appel. La personne, quand je lui ai demandé, bon, est-ce que vous avez déjà pensé vendre votre propriété? Il y a eu une fraction d'hésitation dans sa réponse. Puis finalement, ça s'est concrétisé en vente de ce client-là. Elle m'a dit non. Entre l'hésitation et le moment de la question, elle a dit non. Mais d'avoir relancé ça, hey, je semble entendre l'hésitation.
Puis on a ouvert la conversation sur d'autres choses, mais de développer ces skills-là, c'est sûr que nous autres, on a commencé en immobilier en 2006. On commençait, médias sociaux et tout ça, c'était très embryonnaire, tout ça pour nous autres. Là. Puis en général, ça allait exploser dans les dernières années. Mais c'était du téléphone, du porte-à-porte. Là. Fait que si t'étais pas bon à faire ça, c'était tough en maudit. Je me souviens, comme c'était hier, un vieux courtier m'avait expliqué son fonctionnement. Il s'appelait Pierre. Pierre, lui, là... À la journée longue, il était assis dans son sous-sol, puis il faisait la prospection en robe de chambre. C'était ça, ses journées. Puis il y avait des petites cartes, là, des flashcards. Des flashcards, là. Puis il notait là-dessus. Il notait, bon, Madame Tremblay, son mari est décédé. Il mettait ça là-dedans, puis il se mettait un rappel. Puis après lui avoir parlé, il envoyait une petite lettre en disant, Madame Tremblay, je voulais vous montrer que votre voisin a vendu sa maison il y a 2 ans, voici le prix que ça s'est vendu. Ce gars-là, il dit, David, moi, je ne suis jamais sorti de chez nous, mis à part pour signer un contrat de courtage. Quand c'était ça, je signais, je m'habillais, je sortais de ma robe de chambre, mais j'ai passé ma carrière à faire ça. Puis c'est un courtier qui fait, à l'époque, c'était de l'argent, là, il faisait 200-250 000 par année de son sous-sol. Puis, à un moment donné, parce qu'il a laissé la business, puis il m'a donné tous ses flashcards. Il dit, appelle le monde, il dit, amuse-toi avec ça. Puis, c'était fascinant parce que toutes les femmes à qui je parlais, ils me parlaient de Pierre comme si c'était leur courtier pour la vie. Puis je leur demandais, l'avez-vous déjà rencontré, ce gars-là? Non, je ne l'ai jamais vu. Mais pendant 15 ans, il parlait à ce monde-là, toutes les années, carte de Noël. Il a développé sa business comme ça. Il ne sortait jamais de chez eux. Pourquoi? Il était excellent au téléphone. Il était excellent dans l'art de la conversation avec le monde. Puis, si t'es pas bon au téléphone, je le dis tout le temps, t'es pas bon en personne. Impossible. Il faut que tu sois bon au téléphone pour être bon en personne. Ah, puis on avait une conversation l'autre fois avec un courtier qui voulait absolument organiser tout son porte-à-porte, ses lettres, son secteur, avoir le bon outfit. Mais tu sais, quand tu veux mettre tous tes canards en ligne pour être prêt, t'es jamais prêt. C'est ça. Surtout que en supervisant et en accompagnant ce courtier, on a réussi à sortir des opportunités en 2 semaines très rapidement. Ça, exact. Et donc on est là, OK, tu veux faire du porte-à-porte ou faire ça? Les chiffres parlent. Les chiffres parlent, ben oui. Ouais. Puis souvent, tu le vois dans un... Puis ça, c'est hyper intéressant. Dans un CRM qui est bien organisé, tu peux voir, c'est le courtier qui rentre dans l'équipe. S'il dit, moi, je vais avoir du succès, je suis prêt à tout faire pour avoir du succès. Mais tu vois, dans ses activités, il n'a pas fait d'appel dans sa semaine, il a peut-être envoyé 2 textos, 3 courriels. C'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Non. Et ça fait partie d'une composante qu'on oublie énormément en vente et du succès, c'est être consistant. Ouais. Et c'est là où ensemble, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle, qui vient plutôt du monde de l'informatique et des ventes, ce qui s'appelle le Sales Playbook ou le Cookbook, le livre de recettes. C'est qu'est-ce que je dois faire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois pour être successful. Ouais. Qu'est-ce qui m'amène du succès? Et donc, vous le faites naturellement avec le temps, mais quand tu commences, il faut tout mesurer. Il faut se dire, OK, ma semaine, elle est réussie si je fais tant d'heures de téléphone, tant de rendez-vous et tant de choses comme ça. Puis, semaine après semaine, on mesure, puis on commence à l'envoyer au courtier, on commence à leur donner les chiffres, les mesures, et puis là, ils se disent, ah ouais, ils visualisent vraiment, puis on leur dit, pour être successful, c'est ça, c'est pas facile, il va falloir un petit ramp-up, mais c'est ça qu'il fallait que vous fassiez. C'est ça qu'il faut faire. Et donc, c'est le fun de voir, accompagne. Puis de voir les résultats, tu sais, actuellement, dans le groupe qu'on supervise ensemble, le courtier junior actuellement fait de la prospection pour aller solliciter des gens dans le COVID, ça a été le Far West. Le monde envoyait des courriels, des textos. Le monde ne se faisait pas rappeler. Offre d'achat acceptée, bing bang, le monde, ça ne rappelait pas les leads. Puis c'était une période, honnêtement, c'est quasiment une période malheureuse pour l'immobilier parce que ça ne reflétait pas, je trouve, l'excellence de ce business-là où les gens, tout le monde, on doit avoir un service, tout le monde doit avoir réponse à leurs questions, mais c'est devenu une surcharge de travail pour tout le monde. Même en équipe, c'était fou. Là. Les adjointes, on avait plein, c'était des burn-out des courtiers. Puis là, je me plaignais pas le ventre plein. Là, oui, j'ai toujours dit que cette période-là était l'argent où j'ai fait le plus d'argent de toute ma vie, mais que j'étais le plus malheureux parce que tu n'avais pas de temps de qualité, c'était tout le temps...
Écoute, c'était rendu tellement fou que tu vendais des maisons à du monde que tu n'as jamais rencontré. Là. C'était aussi fou que ça. Le monde t'appelait. C'était... Moi, j'étais de l'autre côté et je l'ai vécu. Ben oui. J'ai acheté mon autre propriété en 2020 et ma courtière, elle me disait, mais Mathieu, j'ai pas le temps, elle me répondait pas au téléphone, elle me dit, tiens, j'ai une visite, j'ai 40 personnes, j'ai une autre visite, j'ai 20 personnes. T'es là de l'autre côté, tu dis, ok, comment on fait pour travailler ensemble? Ben oui. C'était compliqué. Hein. C'était compliqué, mais et puis tout ça pour dire que on a demandé à certains courtiers, les plus jeunes, d'aller retourner vers ces gens-là qui ont été abandonnés en cours de route pour se découvrir que le courtier appelle, il y en a où votre projet immobilier? Je pense à vendre, là, tu sais, Puis, par contre, il pense à vendre, mais de tous les courtiers qui ont sans doute appelé à l'époque, personne ne l'a rappelé. Fait que ça devient des opportunités de juste râler. On pense souvent que la business vient de... faut faire du publipostage, des médias sociaux, faire ci, faire ça. La business est souvent dans ton CRM. Elle est là, elle est toujours là. Fait que c'est vraiment de pouvoir explorer ça. Fait que la stratégie qu'on utilise actuellement, c'est de prendre ces 12 semaines-là avec un courtier, peu importe où il en est dans sa carrière, de le faire rentrer au sein de l'organisation comme associé, qu'il soit junior, intermédiaire ou senior, puis vraiment de lui apprendre, remettre les bases à la bonne place, développer ses skills, développer tranquillement sa clientèle. Puis ultimement, quand il passe à un autre niveau, que c'est pas juste des connaissances, mais c'est la performance. Il va performer, il a appris ses scripts, il est capable de voler de ses propres ailes, il est capable d'aller faire une visite sur une de ses inscriptions et savoir quoi dire, comment dire, sur une inspection. Il y a des scripts partout dans notre milieu. Mais il faut juste les connaître. Puis il y a quelques réponses à des objections, il y a quelques scripts. Puis après ça, il y a plein de situations particulières où une équipe peut t'encadrer puis t'aider à réaliser ces parce qu'on s'entend que c'est jamais si simple que ça. Là. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Parce que moi, ce que je pense, c'est que ce programme d'intégration qu'on a créé, c'est pas fait pour tout le monde parce que il faut avoir la volonté de redescendre. Il faut avoir la volonté de partir de la base et s'investir. Ouais. Et ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de courtiers qui disent je travaille là, puis je fais un peu ça. Mais je travaille là, puis je fais un peu ça. Ça peut prendre des années, ça peut fonctionner, mais c'est pas le modèle. On se rend compte, en ayant ces conversations-là, c'est la conversation qu'on avait, que puisqu'on est travailleur autonome, les gens vont mettre leur vie personnelle au milieu, puis ils vont arranger l'immobilier souvent. Là, on va parler du 80% peut-être des courtiers qui disent « c'est du quoi, moi, je veux réussir, mais tu sais, je veux pas avoir trop mal. Puis il y a le 20% qui sont prêts à avoir vraiment mal, puis à dire je vais faire de la prospection, je vais faire du porte-à-porte, je vais faire tout ce qu'il faut pour pas retourner à mon ancien job, pour pas retourner flipper des burgers au McDo, ou pour pas retourner dans un autre domaine comme employé quelque part. Mais c'est intéressant de voir cette dynamique-là parce qu'il y a des gens, moi je dis, il y a deux types de courtiers. Il y a des gens qui sont intéressés à faire de l'immobilier et il y a des gens qui sont déterminés à faire de l'immobilier. Ouais, c'est bien dit. Et à travers tout ça, c'est ceux qui sont capables de se faire mal se projettent sur le long terme. Ouais. Et je vois cette différence-là, des gens qui se disent « Ok, je sais que l'immobilier c'est fait pour moi, je sais que je peux réussir et je me projette sur le long terme, donc je suis capable de passer par les périodes difficiles. » Et le fait d'être en équipe, tu auras forcément des up and down, tu en auras. Mais on va être là, l'équipe va être là, les autres courtiers vont être là, vous allez être là pour ok, ça n'a pas fonctionné, ok, on regarde les chiffres, on regarde tes transactions, on regarde les choses qui ont raté, on les analyse et on va t'aider à grandir. Et il y a ceux qui pensent très court terme et qui se disent ok, moi je veux juste développer mon SOI, je travaille à côté pour faire un peu d'argent et ceux-là au final, de ce que je vois, ça fonctionne pas tellement. Non. Donc ça va fonctionner jusqu'à un certain niveau. Mais ce niveau-là n'est pas suffisant pour... Parce que moi, je l'ai toujours dit, l'immobilier est un véhicule pour d'autres choses. Ce qui veut dire que ça va te permettre de développer un revenu, si tu travailles fort, un revenu vraiment intéressant pour faire d'autres choses, investir dans d'autres choses. Je viens d'acheter des franchises, là, parce que j'adore l'immobilier, mais ça me tente de connaître d'autres choses aussi. Mais c'est l'argent de l'immobilier qui m'a permis d'acheter des franchises. Là. Ouais. C'est pas... Je regarde les gens qui achètent les mêmes franchises que moi, ils les financent. Moi, je vais prendre l'argent de ma compagnie, je l'achète, puis je viens d'avoir un autre investissement qui va générer du revenu. Mais souvent, il faut avoir cette mentalité d'investisseur. Oui, l'immobilier, c'est ma job, ma carrière, qui va me permettre d'être un tremplin pour d'autres choses aussi.
mais en n'ayant pas d'encadrement. Je sais, moi, ce que j'ai accompli dans 10 ans, avoir été en coaching avant ça, j'aurais coupé 5 années de mon apprentissage pour vraiment devenir performant très rapidement. Là. Je me souviens, je sais pas si tu te souviens, on avait fait une présentation d'inscription. On se souvient comme c'était hier, c'était sur Saint-Ambroise. Ouais, on peut pas l'oublier, celle-là. Je pense que tu ne peux pas l'oublier parce que tu veux te garantir que tu ne referas plus jamais ça. 2 piments, là, moi puis lui, là, assis, on était assis devant le client, là, maison de prestige. Là. Maison à million. Je sais même pas comment quel gars nous a trouvé, by the way. Ouais. Il nous appelle, il dit ouais, je veux vendre notre maison. On est comme, ouais, sacrifice. On va aller voir ça. Je pense que c'est une des premières inscriptions qu'on a faites. Ouais. On s'est assis là, puis le gars, il dit OK. On s'est regardé, moi, Maxime. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait ça? Mais ça faisait dur, pas à peu près. Écoute. Mais ce qui a été super bon, c'est qu'en sortant de là, je me suis dit, plus jamais je vais avoir l'air de ça. C'est le fun aujourd'hui parce que moi, ce que je trouve exceptionnel, c'est qu'il y a tellement de contenu sur YouTube, médias sociaux pour apprendre aux jeunes courtiers, les scripts, les réponses d'objections, présentation d'inscription. Il y a tellement de ressources au niveau du coaching que... Mais encore une fois, il faut avoir... la capacité d'y aller régulièrement et pas faire 2 vidéos et dire je sais tout. Ah, absolument. C'est d'y aller régulièrement, de se dire, OK, j'ai appris ça, comment moi je le transforme à mon style. En fait, il faut que ça ait mon style parce que le style David Tardif ou Maxime Tardif est différent, le style Mathieu est différent, tu sais. Faut que je l'adapte à mon style. Et donc, toutes ces choses-là, il y a beaucoup de choses et c'est super intéressant, mais à partir du moment où tu es capable d'avoir une personne qui te dit adapte-le à ton style, fais-le comme ci, fais-le comme ça, c'est... Mais vois-tu ça, cette sagesse-là, je pense jamais qu'elle serait arrivée dans notre équipe si tu n'avais pas intégré. Parce qu'à un moment donné, moi, Maxime, on a une vitesse très rapide. Si tu n'apprends pas après l'avoir lu 2 fois le script, tu ne l'apprendras jamais. Mathieu, t'as quand même tu es capable de prendre un pas de recul et de dire hey, c'est quoi? Voici comment on va l'aborder, voici comment on va le faire. Fait que d'avoir un gestionnaire ou un manager qui peut gérer l'équipe puis s'assurer que chaque courtier qui intègre ou chaque courtier qui font partie de leur équipe, parce que c'est comme une famille, c'est comme une équipe de hockey, tout le monde apporte du bon, mais que c'est peut-être ces angles morts qu'on puisse les adresser puis les amener à un autre niveau. Puis c'est pour ça que écoute, il n'y a rien de parfait dans la vie, coupable de ça dans le passé, là, d'avoir des nouveaux courtiers puis de dire, oui, ils m'ont rien, là, ça marche pas. Mais la responsabilité est sur nous. Là. Si on ne l'a pas encadré adéquatement, si on n'a pas pris les bonnes décisions pour favoriser la culture d'entreprise, la vision, partager notre vision avec, puis qu'ils comprennent dans quoi ils s'embarquent, puis comment ça va se passer, puis qu'ils puissent avoir le support, on est coupable de ça. À un moment donné, il faut être prêt, il faut être capable, en tant que leader, de prendre un pas de recul et de dire OK, ça ne fonctionne pas. Là. Puis moi, c'est cette réalisation-là que j'ai faite dans les 12 derniers mois, où me dire OK, c'est le temps de faire un blank slate sur tout ça, puis dire OK, voici comment. Puis on s'est rencontrés dans le cadre d'une transaction, on avait fait. Puis d'avoir quelqu'un, un manager des ventes qui vient d'un domaine externe à l'immobilier est tellement bénéfique parce que c'est tellement traditionnel, notre milieu. Tout le monde, la majorité des gens font pas mal toutes les choses de la même façon, mais de le ramener au goût du jour, puis de voir comment on peut amener des technologies externes, comment amener des façons de faire, des playbooks qui sont différents, c'est cool. Ouais. Mais tu sais, ça me fait rire que tu dises ça parce que il y a moins de structure dans les agences immobilières comparé aux grandes entreprises, mais les grandes entreprises sont pas blancs comme neige. Hein. Il y a plein d'erreurs et je m'en rappellerai toute ma vie. Je crois que dans toutes les entreprises dans lesquelles je suis rentré, j'ai jamais fait de programme de onboarding ma vie, je te jure. Je pense qu'en fait, j'aurai un traumatisme, c'est pour ça que j'ai envie de le faire. Même chez Dell, en 2009, je suis rentré, puis il s'est avéré qu'il y avait une cohorte avant moi, une cohorte après moi, puis mon manager m'a dit tiens, voici le site web, voici l'ordinateur, viens me voir si t'as des questions. Ensuite, j'arrive à Montréal, je rentre dans une société familiale. Premier jour, mon boss... J'y vais, premier jour, je rentre. Donc, je rentre, il y a un bureau, il va y avoir mon nom sur le bureau. Je fais, trop bien, j'ai l'air bien. Je rentre dans le bureau, j'attends. Je suis rentré genre à 8h30, 9h. Mon manager de l'époque est arrivé à 12h30. Et après, bien sûr, aucun onboarding, tu m'étonnes. Puis là, je me dis, OK, je pense que les petites sociétés, c'est bien, mais j'ai envie de rentrer dans une grosse société. Je reviens dans une société,
grosse, mais à Montréal qui était un peu plus petite. Et là, j'arrive, mon boss, il me dit, bon, voici ton laptop, voici le site web, fais voir si t'as des questions. Je dis, ah ben, dis donc. C'est la même chose partout. Et donc, c'est ça. Et après, je fais du pouce à ce que tu disais en termes de coaching. Mon style de management et mes connaissances en management honnêtement ont explosé grâce à une personne qui est devenue un ami, Vincent Barberger, qui est un coach en vente, qui fait partie d'un système qui s'appelle Sandler, qui est magnifique. J'ai tellement appris. Et il m'a donné énormément de choses. Et je les prenais, hop, je les mettais à la sauce de l'entreprise et ça fonctionnait. Et au bout d'un moment, il me parle de onboarding. Je fais, oh, c'est trop bien, faut que je fasse ça pour eux. Je commence à faire le onboarding, je le fais. Genre, une semaine après, je dis, Vincent, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, Mathieu, j'ai jamais vu quelqu'un prendre un truc aussi vite, l'adapter. C'est trop bien. Et puis après, on l'a bêta-testé, on l'a essayé. Puis c'est ça, on suivait les gars. Donc, ouais, non, c'était. Puis vu que tu as un côté très, très chiffre, que moi, Maxime, on n'a pas nécessairement, on est plus des doers, tu sais. Fait que c'est le fun de pouvoir s'asseoir à table et regarder les chiffres, regarder comment les gens, c'est quoi les activités, qu'est-ce qui se passe, quelles activités sont payantes, quelles ne le sont pas aussi. Puis de challenger ça aussi, parce qu'on se challenge régulièrement aussi sur ces trucs-là. Fait que. Mais tout ça pour revenir à la base, que si, je pense que la leçon de tout ça, c'est que si vous êtes un jeune courtier ou si un courtier d'expérience qui pense changer de place puis qui veut vraiment. Faut pas changer parce que. Puis c'était ça l'introduction. Faut pas changer parce que les splits sont plus intéressants, parce que tu payes moins cher. C'est est-ce que j'ai une valeur ajoutée? Est-ce que j'ai plus d'encadrement, plus de formation? Est-ce que cette formation-là va m'aider à performer puis closer 2, 3, 4, 5 deals de plus dans mon année? Et s'il y a un engagement commun entre la place où tu vas aller travailler puis toi-même à s'engager dans ces formations-là puis dans ce processus d'évolution-là, tu vas gagner. Peu importe si ton split est un peu moins élevé ou plus élevé. Puis c'est ça, tu sais, apprends tes scripts, apprends tes connaissances de base, va te chercher du coaching si nécessaire. Puis normalement, tu vas avoir la recette pour avoir du succès. Mais après ça, il faut que tu aies l'application, tu es dans l'action, il faut que tu fasses ta job. Mm-hmm. Mais on le voit, les gens qui sont déterminés ont du succès. Puis je prends un exemple je vais prendre un exemple dans notre équipe. Il y a François qui était rentré il y a peut-être 3 ans maintenant. François, je me souviens, quand il est rentré dans l'équipe, puis je sais, j'y raconte tout le temps, quand je l'ai vu arriver, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec? Il était assis à son bureau, gelé, puis tout ça, mais avec du recul, je me dis, on a manqué d'encadrement. Par contre, il y a eu le bénéfice de se faire coacher par Annick Mercure qui était dans l'équipe. Fait qu'Annick l'a beaucoup pris sous son aile. Puis François, en date d'aujourd'hui, est rendu un top producer. Il est tellement bon dans ce qu'il fait. Il produit, mais il est écouté, il a été coachable. Il faut avoir la notion, t'es-tu coachable ou tu l'es pas. T'sais. Si t'es coachable, tu vas avoir du succès. Ouais. C'est pour ça que c'est pas fait pour tout le monde. Absolument. Good. Fait que c'est ce qui conclut pour cet épisode-ci. Fait que merci Mathieu de partager ta tête avec nous autres. Maxime, merci d'avoir partagé tes vacances avec nous autres. Merci. C'est intéressant. Belles vacances. Ouais. Et franchement, t'as un frère qui est génial quand même. Parce que pour te suivre et faire autant de kilomètres. Oui, c'était comme, puis en toute résilience. Moi, je l'ai surnommé le tank. Fait que, puis ceux qui ont été présents sur les plateformes live, merci d'avoir été là. N'hésitez pas s'il y a des questions pour les prochains épisodes, des choses que vous voulez aborder. On est là pour en discuter, évidemment. Right. Bye. Merci. Bye.